Voilà, donc l'art peut-il être encore subversif? C'est une question cruciale et embarrassante. Voilà, donc c'est vrai que... donc j'aimerais d'abord vous présenter. Nos... Alors nous sommes Bernard Marcadet, Marie-Laure Bernadac, on pourrait dire les agitateurs de ce double symposium, enfin aujourd'hui et demain matin. Ensuite, nous avons invité donc Marie-Laure Bernadac et moi-même. Nous avons invité Geneviève Fraisse, je vous la présenterai tout à l'heure, mais c'est important quand même que vous voyez et que nos invités, Noël Godin, Déborah de Robertis et Adolfo Cannibal Lust. Alors, est-ce que je me prononce bien? Lust, c'est le plaisir, c'est ça? Pardon? Lust, c'est le plaisir. Luxuria, non. Luxure, le luxe. Bon, mais c'est pas grave. Bon, j'ai fait déjà la première erreur, mais bon, voilà. Je suis vraiment désolé de toutes ces erreurs. Voilà, donc en fait, le sujet est un peu à la fois grave, important et absolument... il faut qu'on ait de la légèreté là-dedans. Donc on va essayer quand même, malgré tout, malgré la lourdeur du sujet, d'être un petit peu léger. Selon les préceptes de Nietzsche, qui sont avec alors Geneviève Fraisse et moi, nous adorons Frédéric Nietzsche, mais qui est celui, sans doute, le penseur qui a le plus pensé la légèreté des choses. Viva Nietzsche! Voilà. Alors bon, on va commencer par une petite histoire très rapide, parce que on ne veut pas vous assommer avec ça, mais pourquoi, effectivement, on pose cette question? On pose cette question parce que le XXe siècle, surtout, n'a pas arrêté de nous casser les oreilles, on peut le dire, avec la question de la subversion. Alors, ça commence évidemment par des gens, voilà, ça commence par cette bande de futuristes italiens, Marinetti étant le patron au milieu, là. Et nous verrons que c'est sans doute le premier mouvement d'avant-garde en Occident. De toute façon, l'avant-garde, ça n'existe qu'en Occident. Et puis c'est un terme militaire. On pourrait toujours être un terme militaire, donc un peu embarrassant lui aussi. Il va falloir d'ailleurs à un moment donné s'en débarrasser de la question de l'avant-garde. Mais eux-mêmes qui adoraient la guerre, on le verra, et qui adoraient la révolte, et qui adoraient, enfin, sont porteurs d'une certaine manière de toutes les ambiguïtés dont nous allons parler pendant ces 2 jours. On y reviendra. Voilà, par exemple, une œuvre de Cara, Les funérailles de l'anarchiste Galli. Alors, une deuxième bande, alors pour nous plus intéressante, c'est la bande Dada. Voilà. La bande Dada, ça se passe d'abord en Allemagne, ensuite en Suisse, ensuite en France, ensuite en Belgique, ensuite dans le monde entier, enfin le monde entier, le monde occidental entier. Hein. Encore que Dada Africa, il y a une exposition à Paris où l'Afrique a, on s'aperçoit, une importance pour un certain nombre de dadaïstes. Alors, j'aime pas trop le terme dadaïste, on dit dada en général, mais bon, on va l'employer aujourd'hui par facilité. Voilà. Là, alors, on passe chez les Russes, qui ont des formes à la fois au départ dadaïstes particulières, Zaoum, transmental, etc. Et donc avec le constructivisme ensuite, et donc l'art est mort, et vive la nouvelle machine de l'art de Tatlin. Donc là aussi une manière de poser la question de l'art, Dada, les suprématistes et les constructivistes, comme relié à la question politique. Raoul Haussmann, grand dadaïste, Marcel Duchamp, dadaïste avant les autres, avec Francis Picabia. Et André Breton, mais André Breton va transformer le dadaïsme en surréalisme, et ça va mal tourner, déjà. Mais là, c'est André Breton qui présente une œuvre de Francis Picabia, et à ce moment-là, effectivement, Picabia est encore en odeur de sainteté auprès de André Breton. Ça va mal tourner par la suite parce que André Breton va durcir, va consolider, va fossiliser l'impertinence Dada. C'est un des points dont nous parlerons.
Voilà. Alors ensuite, effectivement, l'histoire de la subversion, elle atteint pas simplement le monde de l'art. Là, on a parlé des ismes, des fameux ismes qui constituent l'art moderne, mais les provos, en Pays-Bas, ont à un moment donné, eux aussi, fait la jonction entre une attitude esthétique, on pourrait dire, et une attitude politique. C'est cette jonction entre l'esthétique et le politique dont nous allons parler. Mais alors ça a aussi mal tourné, et c'est une histoire de choses qui tournent plutôt mal, et nous, on aimerait aujourd'hui que ça tourne plutôt bien. En fait, c'est un peu ça l'enjeu de notre affaire. Alors, c'est que les provos sont devenus des bureaucrates. Ils ont finalement géré les affaires, effectivement, d'Amsterdam et compagnie. Les situationnistes, alors ça, c'est la dernière vague, on pourrait dire avant-gardiste, c'est-à-dire qui se mettent en avant, qui sont une sorte de choses... d'armées d'éclaireurs qui vont éclairer. Et c'est toute la question et toute la difficulté de la question de l'avant-garde, c'est qu'on éclaire, on est des éclaireurs, et donc les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent, c'est des suiveurs. Donc il y a des éclaireurs, des suiveurs, et donc ça, c'est un peu embarrassant. Alors la dernière bande d'éclaireurs, on peut dire ceux qui éclairent, ceux qui ont la vision juste et qui éclairent bien les choses, hein. Ce sont les situationnistes, donc, qui sont une bande assez réduite aussi. Toutes ces bandes sont assez réduites. Et ça, c'est important de le mentionner. Voilà, donc, ne travaillez jamais. Voilà, c'est une phrase que Debord, j'ai dit breton parce que Debord s'est opposé à Breton, mais en réalité, il a fait la même chose. Et c'est là où on pourra peut-être en discuter. Mais ce sont ce sont des personnes qui se sont autorisées de la révolte et de la subversion pour, d'une certaine manière, prendre le pouvoir. C'est parce que c'est la question de la subversion, la question du pouvoir. Dernière, on pourrait dire, ah oui, encore une vague après les situationnistes. Alors une vague qui atteint vraiment qui dépasse le monde de l'art et le monde de la micropolitique, c'est le mouvement punk en 1977. À partir de 1977, donc le fameux Sex Pistols, God Save the Queen, un mouvement dont le mentor se réclamait de Guy Ernest Debord, comme par hasard. Donc, vous voyez les filiations comme ça. Donc c'est des histoires un peu de famille. Ces petits groupes d'individus, ce sont des histoires de famille. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, on va parler d'un truc plus emmerdant, c'est comment tout ça s'est retourné, comment tout ça a été récupéré. Alors, par exemple, bon, c'est vrai que déjà, chez les punks, là, on voit Sid Vicious, l'usage, par exemple, l'usage de la croix gammée, qui est un usage corrosif, a priori, c'est quand même une croix gammée. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise quelque chose pour faire peur, voilà, mais en même temps on l'utilise. Donc il y a quand même une ambiguïté qui est déjà un peu singulière et il fallait que je la note. Bon, alors les futuristes, par exemple, dont on a parlé, la première image, les futuristes, voilà, beaucoup d'artistes futuristes ont finalement accompagné l'aventure du fascisme. Et regardez l'ami Mussolini, enfin l'ami. C'est pas vraiment un ami, enfin dans quel état futuriste on l'a traduit. Donc ça veut dire que ça devient une idole futuriste. Le comte Victoria, il y a encore une sculpture d'un artiste futuriste. Donc vous voyez, les ambiguïtés se précisent. Alors l'affaire Marcel Duchamp, par exemple, c'est assez intéressant. Voilà comment ça se termine, c'est-à-dire Marcel Duchamp, il a essayé d'intégrer une pissotière, il n'y est même pas arrivé en 1917 à New York. Il n'y est pas arrivé, mais finalement, cette œuvre a fini par exister. Alors maintenant, ce que nous voyons là, c'est une fausse pissotière, c'est une sculpture, bon. Et puis voilà, il y a une sculpture en or de Sherry Levin. Hein. Voilà, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a une ironie un peu triste de voir que finalement, cet emblème de la subversion, essayer d'introduire quelque chose dans une institution, ne pas y arriver, mais quand même pousser la chose, comment effectivement ça se termine maintenant dans des musées, puis qu'on en fait des répliques, et puis que finalement ça devient une sorte d'icône de l'art moderne et contemporain. Alors les punks, c'est devenu un mouvement de mode.
Regardez la couverture de Vogue, c'est-à-dire que là, cette volonté d'être subversif qu'il y avait dans le mouvement punk, elle se retrouve effectivement ravalée à un pur mouvement de mode. Alors, de la même manière, je suis allé voir dans des sites un peu bizarres aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, 21e siècle, alors sans parler de l'éternel retour de Nietzsche, mais il y a des choses qui reviennent des années 30 du 20e siècle, avec cette ambiguïté énorme qu'il y avait entre le fascisme, le communisme, toute cette porosité de l'époque des années 30. Et aujourd'hui, effectivement, des gens qui se revendiquent de la subversion, sont des Français en l'occurrence, ce sont des nationalistes, ce sont des révolutionnaires nationalistes, etc. Et c'est eux qui emploient le terme de subversion. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. Il s'appelle terra ignota. Joie, conquête, action, glock. Subversion. Voilà le terme, voilà qui utilise aujourd'hui le terme de subversion. Donc ça m'a un peu inquiété. Ça nous a un peu inquiété. Alors bon, on va pas rester sur cette note affreuse. En fait, si on est là, c'est pour dire que c'est possible peut-être de faire quelque chose en dépit de cette récupération, en dépit du fait que ou la subversion est devenue un mouvement de mode, ou la subversion est devenue a changé, comme on dit, les mouches ont changé d'âne. C'est-à-dire que ceux qui sont maintenant subversifs, c'est pas les gens qui étaient de notre côté d'une certaine manière. Peut-être que les gens qui sont subversifs, c'est peut-être les intégristes, les néofascistes, et c'est eux qui vont vouloir mettre à bas l'ordre de notre époque. Mais justement, contre cette fatalité-là, nous ne voulons pas, et nous sommes ici pour ça. Nous sommes ici pour lutter contre cette fatalité-là et pour montrer des contre-exemples. Et nos amis invités sont là pour chacun défendre, le mot était affreux, parce qu'on n'est pas dans un blocos pour défendre quelque chose, pour être plutôt offensif. Donc pour vanter une autre manière de se rebeller, pour le dire simplement. Alors j'ai des contre-exemples magnifiques, c'est par exemple la mini-jupe. La mini-jupe, c'est effectivement quelque chose qui a été un grand débat en Angleterre, aux États-Unis. Après, c'est devenu, effectivement, on le sait, c'est passé dans la mode. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça, c'est vraiment les débats pour la mini-jupe, pour se vêtir comme on veut, pour que les femmes se vêtissent comme. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est devenu donc, c'est passé dans la mode, ça a été intégré, ça a été digéré. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, en Afrique noire comme en Afrique du Nord, les gens continuent ce même débat. Donc il y a une sorte de retour de la nécessité, effectivement, de choisir les vêtements qu'on veut pour les femmes. Et en fait, la question, voilà. Et donc, vous voyez, ça, c'est des mouvements. Aujourd'hui, 21e siècle, en Tunisie, par exemple. Voilà. Donc, en fait, maintenant, je vais vite passer. Alors, bon, les alternatives contemporaines, on va en parler. Je pense qu'effectivement, alors, je pense que les mouches ont changé d'âne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent peut-être de subversion aujourd'hui ne sont pas les mêmes, les fonctionnaires de la subversion. Parce qu'effectivement, peut-être la subversion a été fonctionnalisée. Peut-être c'est ça la question. Et que peut-être la subversion, elle se trouve dans des endroits, dans des secteurs, avec des personnes qui n'ont plus rien à voir avec voilà. Et les femmes, évidemment, en premier lieu. Et c'est pour ça que nous allons beaucoup parler des femmes aujourd'hui particulièrement. Les femmes, en premier lieu, sont le vecteur de rébellion pour nous, et pour moi en tout cas, essentiel. Donc les Pussy Riot, je ne sais pas, on va passer un petit peu parce que c'est assez... Je ne sais pas comment on fait tourner ce truc-là, puis les Pussy Riot et puis les Femen. Mais ça, on va en parler peut-être beaucoup, mais j'aurais aimé quand même vous donner un petit peu le ton comme ça musical. Je ne sais pas comment on appuie là-dessus. Oui. Would agree with me that classical feminism already died. If you excuse me, it's kind of impotent. We need to find a more radical way to show that new blood of feminism is here. We should be naked on our protest. We should use our two bombs that are always with us and use it against patriarchy and win. Our cause is human, our God is woman, our mission is protest, our weapons are our breasts, our bars for freedom, vagina, our kingdom, our minds, our borders,
If you want to be free, if you want to be independent, just go out and dress and win. This is a new way for feminism. You're the slut, you're the whore, merciless and hardcore. Vous avez vu, il y a rébellion, il n'y a pas subversion. Hein. Bon, alors c'est des histoires de mots, peut-être qu'on va en discuter, peut-être, voilà. Bon, je vais vous présenter notre premier invité. Il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça va être vraiment, là, le vif du sujet va être très philosophique, parce que Geneviève Fraisse est philosophe, elle défend cette position. Elle est philosophe et historienne de la pensée féministe. Donc, alors bon, elle est cofondatrice d'une chose très importante que nous partageons, Noël Gaudin et moi, en tout cas, déjà, Marie-Laure sans doute aussi, la fameuse revue Les Révoltes logiques, cette phrase qui vient de Arthur Rimbaud, qui est quand même un sacré gaillard, comme dirait Noël. Donc, bon, Geneviève, elle est philosophe, je veux pas du tout elle déteste être immatriculée dans des trucs affreux, etc. Elle enseigne, elle a fait de la politique, mais on fait toujours de la politique, mais elle en a fait même officiellement, mais ça, elle n'aime pas trop en parler. Elle a écrit énormément de livres. Énormément de livres. Alors bon, il y a la sexuation du monde, là où est-ce que c'est que ça va sortir, voilà, mais ça c'est un de ces derniers. Mais surtout, je vais vous lire un petit peu, vous allez voir la tonalité, quand on lit les titres de Geneviève Fraisse, on s'aperçoit que c'est assez intéressant. Je ne vous le dis pas tous parce que c'est assez important. Femme toute main, essai sur le service domestique, muse de la raison, démocratie et exclusion des femmes en France, la raison des femmes, la différence des sexes, du consentement à côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, les excès du genre, la sexuation du monde. Voilà, donc voilà. De la pensée donc fertile de Geneviève Fraisse, nous retiendrons ici qu'elle n'a pas abandonné le sexe pour le genre, bien entendre ça, qu'à l'idée de subversion, elle préfère celle d'émancipation, et que l'art constitue un moteur décisif de sa réflexion. Je ne sais pas si j'ai déformé ta pensée, ma chère Geneviève, mais c'est à toi de parler. Merci Bernard. Subversion, émancipation, en fait, il y a de la subversion dans l'émancipation, mais toute émancipation n'est pas subversive. Mais disons qu'on peut croiser les deux. Telle serait ma proposition. Alors, effectivement, j'ai une façon de travailler qui consiste à faire des retours en arrière. Donc, je vais remonter à même avant la première période que tu as indiquée, justement avec Fantin-Latour. Par exemple, nous allons commencer avec Fantin-Latour. J'ai donc 3 gestes à vous montrer. Deux dessins de Fantin-Latour, une image qui est celle de la lacération de la Vénus de Velázquez par une suffragette, Marie Richardson, en 1914. Donc une image du 19e, une image du 20e siècle, et la 3e image qui est du 21e siècle de Déborah de Robertis, ici présente, avec sa performance au musée d'Orsay, initiatrice d'une série de performances et qui était devant l'origine du monde. Donc autour de ces 3 images, que j'appelle 3 gestes, donc on peut passer une deuxième, c'est ça? Tu peux y aller, tu peux montrer les 3 et puis Celle-là est importante. Hein. Ouais, donc ça c'est celle de les 7 coups de lacération au British Museum par Marie Richardson, donc suffragiste, et donc à un moment où la demande de droit de vote elle se joue dans quasiment une lutte armée en Grande-Bretagne. Et puis le XXIe siècle. Alors, juste très rapidement, tout ça va être très très rapide, malheureusement. Un mot sur ma méthode, c'est-à-dire que quand il y a une question d'aujourd'hui, notamment par exemple celle que j'appelle la nudité politique, sur laquelle par ailleurs j'ai travaillé et écrit, notamment à propos de la question justement des fémènes, où on m'a beaucoup demandé ce que j'en pensais et où j'ai fini par donc élaborer ce que j'appelle la nudité politique, c'est-à-dire en quoi c'est politique l'usage de la nudité. Pour en comprendre l'importance, il faut effectivement faire une sorte de retour en arrière qui permet de dresser une lignée. Donc aujourd'hui, ça c'est simplement une lignée entre 3 images, dont 2 de Fantin-Latour. Pourquoi ? Fantin-Latour, en 1863-65, détruit sa peinture, qui est un toast, qui s'appelle le toast, hommage à la vérité. Il va détruire sa peinture au retour du salon, à cause des critiques qui sont faites à sa peinture. Il ne nous en reste donc que des esquisses, ou ces dessins, il y en a plusieurs, mais là on a choisi d'en garder 2. Et donc c'est un toast, c'est un hommage à la vérité, c'est sur l'autre aussi qu'on le voit. C'est un hommage à la vérité, et c'est en fait, c'est un hommage que Fantin-Latour veut faire aux peintres réalistes,
On est encore avant 70, hein, on est en 1860 et des poussières. Et cette allégorie de la vérité, cette femme nue tient un miroir qui peut porter, c'est une autre sur le mot, peut porter le mot vérité. Alors, qu'est-ce qui a pu choquer, qu'est-ce qui a pu faire que ce peintre décide de détruire son image, sa peinture, alors que, vu ce geste, qui est effectivement ce qu'on peut peut-être expliquer, ou en tout cas tenter de comprendre, c'est plusieurs directions qui vont nous entraîner pour la suite de l'histoire sur ce que c'est jusqu'à la nudité politique. Le peintre montre à ses amis l'allégorie. Donc une allégorie, normalement, est effectivement quelque chose de plutôt immobile, dans sa représentation, en tout cas, d'un corps comme ça, d'un corps sculpté. Ensuite, qui regarde l'allégorie, donc? Et alors, est-ce que c'est un geste, ou est-ce que c'est une allégorie, puisqu'elle est en mouvement, cette allégorie, puisqu'elle porte un toast? Est-ce qu'une allégorie peut porter un toast? Alors, tout ça, cette circulation des regards, finalement, qui est proposée autour de la question de la vérité et à partir de la nudité du corps féminin, est évidemment extrêmement intrigante, et surtout intrigante puisqu'elle est donc refusée, cette image. Si elle est refusée, c'est que l'image proposée par le peintre est une image subversive. Alors, donc, je t'offre la subversion. Donc, pourquoi est-ce une image subversive? Parce que, précisément, il a complètement déréglé des choses extrêmement importantes, qui est la représentation du nu féminin à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, avec des débats dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais dont j'ai pu parler dans d'autres travaux, qui sont la difficulté à ce que les femmes aient accès à la copie du nu féminin, à la copie du nu tout court, à la copie du nu masculin d'un côté, et à la copie de tous les nus. C'est seulement l'Académie Julian, finalement, qui est beaucoup plus, disons, ouverte et libérale que l'école des Beaux-Arts. Donc la question de la nudité par rapport au fait que des femmes décident de devenir artistes, c'est le premier point, construction de la femme artiste, au regard de la question de la nudité. C'est un problème qui est posé et qui est donc anticipé à la limite par cette hésitation sur la possibilité de représenter un toast à la vérité avec une femme qui a donc un geste. Et cette nudité croise évidemment la question de la vérité. Alors ça, c'est Fantin Latour qui le dit dans ses dessins, mais c'est tout simplement Nietzsche, puisque tu le citais tout à l'heure, qui le dit lui-même. Et quand il commence par « si la vérité est femme », dans Par-delà le bien et le mal, c'est que « est-ce que la vérité est encore femme ?» Car oui, la vérité fut femme, c'est-à-dire du point de vue de l'allégorie, c'est-à-dire d'une tradition occidentale. Oui, la nudité fut femme, et la femme fut l'allégorie de la vérité, et la question est de savoir si on peut toujours continuer à allier ensemble vérité et femme. Je vais y revenir. Donc on a cette première image. La deuxième image est celle donc de Velázquez, Vénus au miroir, qu'en 1914, le 10 mars exactement, Mary Richardson poignarde. Taillade, tels sont les mots, avec un couteau de boucher. Il y a 7 blessures, comme vous pouvez voir. L'affaire des suffragettes est une affaire douloureuse, une affaire sérieuse, une affaire douloureuse. Et il y en a qui meurent, il y en a qui vont en prison, etc. Donc c'est violence contre violence. Et que dit Mary Richardson à ce moment-là? D'ailleurs, il y a un livre en ce moment, vous pouvez consulter un livre de Bruno Nassim Aboudrar qui est « Qui veut la peau de Vénus ?» paru chez Flammarion en 2016, et où je trouvais cette citation. « J'ai voulu détruire le tableau de la femme la plus belle de toute l'histoire mythologique pour protester contre le gouvernement qui cherche à détruire Mademoiselle Pankhurst, le plus beau personnage de l'époque moderne. » Donc, beauté contre beauté, la beauté de la Vénus ne vaut pas la beauté d'un être humain vivant. Donc, d'un côté, vous avez d'une part, ce qui est important pour moi, le geste. À nouveau, il y a un geste de destruction. Et ce geste de destruction renvoie à la possibilité de réfléchir à qui est porteur de la beauté. Alors, elle dit, c'est Mrs. Pankhurst, c'est-à-dire leader du mouvement des suffragistes, dont ma génération a pensé à tort, dans les années 70, que les suffragettes, elles demandaient que le droit de vote, et du coup, nous, on était beaucoup plus libertaires, révolutionnaires, etc., etc. Fameuses années où on crée avec Jacques Rancière la revue Les Révoltes Logiques. Mais en fait, les suffragettes, on comprend de mieux en mieux, à travers des travaux qui arrivent, et plus que des travaux, à quel point c'était une concentration de pensée politique extrêmement intéressante. Et là, je le dis, c'est bien une chose que nous, on n'a pas su voir à cette période donc, du féminisme. Et donc, elle va détruire. Alors c'est toute une histoire, je vous passe ce que ça déclenche. Vous vous rendez compte, détruire le Velázquez, comment on va le réparer, comment on va le redonner à voir, etc. Mais vous voyez que elle choisit quand même le tableau donc d'une femme nue pour détruire une femme nue au profit d'une femme vivante habillée.
Puisque alors pour le coup, c'est pas les Femen, les suffragettes ne se dénudaient pas. Donc c'est ce parallèle entre les deux allégories, si je puis dire, qui m'intéresse, parce que comment on fait jouer la mécanique. Donc la plus belle, ça veut dire que la plus vraie, ou est celle qui s'approcherait de la vérité, d'une part, et d'autre part, on a à la fois une vivante et une représentée, un corps nu et un corps habillé. Donc là une autre piste s'ouvre. Entre-temps, c'est l'époque aussi, à propos de l'histoire des femmes, où vous avez ce passage de ce qu'on appelle de modèle à artiste ou d'objet à sujet, où toutes ces femmes modèles peuvent aussi devenir des artistes. Suzanne Valadon étant évidemment une exemplaire, mais il y en a bien d'autres. Et ce qui est intéressant, quand on prend non seulement l'exemple de Suzanne Valadon, mais par exemple aussi celui de Modersohn Beckes, donc la peintre allemande, qui a eu une exposition récemment à Paris, et un livre écrit par Marie Dariussec, c'est que ce sont des femmes qui vont faire des autoportraits, mais des autoportraits comment? Au sein nu. C'est-à-dire, elles vont se représenter au tout début du XXe siècle, donc au même moment que Mary Richardson. Voilà deux femmes, dont l'une était clairement un modèle avant d'être une peintre, à savoir Suzanne Valadon, qui vont se montrer en autoportrait au sein nu. Donc quel usage font-elles d'une nudité par rapport au fait qu'elles changent de place dans la question de la construction de la femme artiste. Là encore, pas le temps de développer, mais vous voyez que le geste de Mary Richardson s'accompagne d'une part, les femmes sont enfin rentrées à l'école des Beaux-Arts, je parle là de Paris, mais il y a des femmes qui arrivent, la femme de Rick va arriver travailler chez Rodin parce qu'elle ne peut pas justement copier des nus quand elle est à Vienne, etc., etc. Donc il y a tout un moment de basculement, au moment où tu commences ton histoire, de basculement, la possibilité pour les femmes de se dire qu'elles ont accès à la possibilité, non seulement, donc peut-être de s'approprier la position de sujet, pas seulement d'objet, de savoir ce qu'elles vont faire de la nudité. Et j'ai développé dans d'autres travaux le fait que le problème qu'avaient ceux qui voulaient interdire aux femmes de copier la nudité, c'était pas tellement le nu d'un point de vue moral, ça a beaucoup été expliqué comme « Ah, mais c'était la pudibonderie du 19e siècle, etc. etc. » Et là, en fait, c'est pas la pudibonderie qui est en jeu, c'est le fait qu'on ne supporte pas que les femmes copient. Car copier, si on copie, on s'approprie la vérité. Donc le problème, c'est pas tant la morale et le fait de montrer son sexe, ses seins ou je ne sais quoi, c'est que à ce moment-là, on est en position non seulement de sujet, mais de maîtrise et d'accès à la vérité. C'est pourquoi, mais c'est dans La sexuation du monde que j'ai fait reproduire une sculpture d'un sculpteur qui s'appelle Barrias. Là, peut-être on l'a dans la... Tu peux le lentement. Mais le problème, c'est que j'ai tellement peur de prendre trop de temps que je me dépêche. Mais je peux parler plus lentement, mais je ne veux pas dépasser mon temps de parole. C'est ça mon problème. Et... Dépasse, Geneviève. Et donc, excusez-moi, non mais je m'excuse auprès des traducteurs et traductrices, bien sûr. Écriture inclusive au passage. Et donc si vous voulez, Barrias... Dans La sexuation du monde, je ne sais pas si tu l'as le livre là, mais Barrias a fait une sculpture qu'on trouve par exemple dans le hall de la faculté de médecine à Paris, place à l'Odéon, où c'est la femme qui se dévoile. Voilà. C'est la nature se dévoilant devant la science, vous ne pouvez pas voir là, mais c'est une femme donc qui se dévoile elle-même pour montrer la vérité qu'elle-même peut décider de montrer à la science. Donc vous voyez dans tous ces gestes une appropriation par le sujet femme de ce qui est censé ne pas lui appartenir. Et où elle serait donc, objectivée, le mot est un peu trop facile, mais qui serait donc rendue, en tout cas, à la disposition du sexe masculin pour qu'il ait accès à la vérité, qu'il sache quoi faire de la nudité, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième temps qui est extrêmement fort, de fin du 19e à début 20e, où on voit à la fois le geste politique, donc cette nudité politique que Mary Richardson ne supporte pas, et en même temps le fait que les femmes, dans ce schéma de construction de la femme artiste, sont en train de prendre au moins le pouvoir sur leur pratique, à défaut de prendre encore le pouvoir complètement sur leur propre corps. Et puis le troisième temps, donc si tu peux montrer l'image donc, de Déborah, ici présente, Déborah de Robertis, c'est donc sa performance au musée d'Orsay en 2014, au printemps 2014, où elle
montre effectivement son sexe. Alors elle vous parlera tout à l'heure, donc je vais, en sa présence, évidemment, ne pas trop développer, mais on peut dire que cette performance devant le tableau de Courbet, L'origine du monde, qui sera suivie de nombreuses autres performances dont vous aurez tout à l'heure la présentation, elle appelle ça, à l'époque, mon point de vue. Mon point de vue. Alors, son point de vue, je cite d'ailleurs un passage d'elle, « Je vous regarde, je suis l'origine du monde, nous sommes en 2014 et le sexe le plus connu de l'histoire de l'art sort du déni et je fais exister son point de vue. » Donc on n'est plus dans un geste de destruction de l'œuvre, on n'est pas du tout dans un geste négatif, on est dans une production du vivant de l'image. Non seulement elle sort du cadre, comme par exemple ce qu'a fait l'artiste Orlan, beaucoup, c'est-à-dire je sors du cadre, dit l'artiste Orlan dans plusieurs de ses travaux, elle dit je sors du cadre parce que je vais produire un vivant, et ce vivant dit quoi? C'est je vous regarde. Et dans les performances suivantes, elle aura une GoPro jusqu'à d'autres choses qu'elle fait désormais maintenant, mais elle a eu pendant plusieurs performances suivantes une GoPro sur son front, c'est-à-dire le corps vous regarde, ce que j'ai appelé pour ma part, quand j'ai rencontré son travail il y a plus de 2 ans, le corps qui regarde, la nudité qui regarde, puis donc le sexe qui regarde et le corps qui regarde. Elle propose que le corps regarde, donc que le modèle non seulement sort du cadre, non seulement fasse ceci ou cela, mais qu'en plus il vous regarde. Donc par rapport à la période des années 1900, où on avait cette appropriation, y compris à travers la nudité, là on a un geste qui va nettement plus loin et qui dit maintenant, moi, avec la responsabilité que se donne Déborah de rendre quelque chose à ce modèle qui a été donc immobilisé dans sa nudité ou dans sa temporalité, pour dire je suis là pour vous regarder, et vous alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors ce geste fait que je vous ai montré là 3 gestes, 2 gestes de destruction, un geste plus que d'appropriation, mais de monstration et en même temps actif, qui est au fond, c'est comme une appropriation par la désappropriation d'une certaine façon. C'est-à-dire que les femmes vont, comme c'est tenté donc au XXIe siècle, s'approprier l'histoire de l'art. Pas seulement s'approprier son propre corps pour en faire ce qu'on va pouvoir en faire tout au long du XXe siècle, mais s'approprier l'histoire de l'art. Alors, à partir de là, on a, je dirais, pour Fantin-Latour, l'allégorie est trop vivante pour plaire à ses contemporains, c'est pour ça qu'il est obligé de la détruire. Pour l'affaire de la Vénus de Velázquez, c'est un activisme politique qui s'est transféré dans le champ de l'art, l'allégorie de la beauté détruite en vue d'une humanisation pour une beauté vivante. Tandis que pour Déborah de Robertis, le corps est sorti du tableau et devient donc, c'est pas sa nudité qu'elle expose, mais son regard, ou le regard de la femme qui était. Donc ces 3 gestes qui animent la représentation des allégories, du mythe de l'origine, c'est aussi l'histoire des femmes et de l'émancipation. Donc, pour faire vite, peut-être, alors que je vous ai déjà signalé un petit peu en quoi ça pouvait correspondre à des moments de l'histoire de l'art, dans le rapport à ce lien entre nudité et vérité, juste un mot sur la question de l'histoire de la vérité. À supposer que la vérité soit femme, dit Nietzsche, en commençant par de là le bien et le mal, ça veut dire que l'allégorie de la vérité n'est plus une femme. Bonne nouvelle, à la fin du XIXe siècle. Bonne nouvelle, parce que Nietzsche est quelqu'un qui comprend très très bien ce qui se passe du côté de l'émancipation des femmes. Arrêtons de faire la liste des misogynies des philosophes, ça ne nous apporte rien philosophiquement parlant. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne dans leur propre pensée. Et dans la pensée de Nietzsche, si la vérité n'est plus une femme, ce qui est en cause, c'est leur émancipation. C'est justement cette nature qui se dévoile devant la science. C'est aussi, pour Nietzsche, évidemment, le crépuscule des idoles, c'est-à-dire la fin de l'idole-vérité. C'est aussi par là que Nietzsche nous emmène. Donc, si l'allégorie de la vérité perdure, on va lui donner un mouvement. C'est ce que vont faire non pas Nietzsche, mais certains peintres aussi, genre Jean-Léon Gérôme ou Debat-Ponsant, qui vont, autour des années 1900, faire sortir la vérité du puits. Vieille histoire, c'est Démocrite. C'est Démocrite, en réalité nous ne savons rien, car la vérité est au fond du puits. Démocrite, 460-370 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, je ne remonte pas seulement au 19e siècle. Il me reste quoi, quelques minutes? Oui, bien, 3 minutes. Donc, si vous voulez, cette vérité qui sort du puits, ce sur quoi moi je m'arrêterai peut-être, c'est au fond le mouvement qui est produit. C'est-à-dire que ces peintres extrêmement conventionnels, notamment Léon Gérôme, c'est lui qui coince les femmes à l'École normale supérieure des Beaux-Arts de Paris,
c'est que, du point de vue qui m'occupe, ce sont les gestes qui deviennent importants. La vérité qui sort du puits, c'est une femme qui enjambe la margelle du puits. Donc, ce sont, là, à partir de Fantin-Latour, on a le mouvement de la vérité et on a le mouvement du corps féminin, et non plus cette immobilisation, bien qu'elle ne soit pas toujours immobile dans l'histoire de l'art, les femmes nues, je vous l'accorde. Mais par rapport à ce qui est du rapport à la vérité, de nudité-vérité, on la met en mouvement. D'ailleurs, Debat-Ponsant, quand il fait un tableau aussi où il fait sortir la vérité du puits, il va l'offrir à Zola. Zola, défenseur du capitaine Dreyfus, Zola, l'auteur de J'accuse, et donc de ce grand problème politique que nous avons eu, d'antisémitisme et de condamnation d'un innocent autour des années 1900. Donc voilà, ce sont les femmes qui apportent ce mouvement jusqu'à donc le 2017, j'allais dire, le 21e siècle. Donc s'il y a mouvement, il y a histoire. Et c'est de ce point de vue-là que pour moi, c'est évidemment intéressant, d'une part parce que ça permet de voir qu'il y a bien une histoire de l'émancipation, matinée de subversion dans un cas ou dans l'autre, mais une histoire qui se fabrique pas seulement à partir de récriminations ou à partir de revendications ou à partir de demandes, on peut choisir tous les mots qu'on veut, le débat d'aujourd'hui nous y entraîne aussi, mais aussi parce qu'on est en train, dans un mélange avec l'histoire de l'art qui bouge elle-même, en train de trouver les moyens de dérégler ce que j'appelle le dérèglement des représentations. Donc on dérègle les représentations à travers ces images où j'espérais que vous montrez ça. Donc le lien allégorique est peut-être fini. Comme dit Nietzsche, maintenant il parle de mes vérités, dont on n'est plus dans le rapport nudité-vérité avec un V majuscule. On est dans un pluriel qui s'appelle mes vérités, de la même façon qu'il ne dira plus la femme mais les femmes. C'est très important évidemment. Et pour en finir aussi sur la question du XXe siècle, ça me permettra de revenir à une citation à la fois de Michel Foucault et de Diderot. C'est que dans Le corps qui regarde chez Déborah de Robertis, c'est aussi le sexe qui regarde, et c'est aussi, comme elle dit elle-même, ouvrir son sexe, c'est ouvrir la bouche. Or, et c'est comme une pirouette finale, qu'est-ce que c'est qu'ouvrir la bouche? Qu'est-ce que c'est qu'un sexe qui parle? Eh bien, le sexe qui parle, il y a deux références philosophiques intéressantes, qui d'ailleurs se tiennent l'une l'autre. C'est d'une part le début de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, où il va dire que contrairement à ce qu'on croit, avec ce 19e siècle moralisateur et oppressif pour le sexe, etc., on ne parle que de sexe au 19e siècle. Et il appelle ça le sexe qui parle. À qui a-t-il emprunté le sexe qui parle? Il a emprunté le sexe qui parle à quelqu'un qui s'appelle Diderot. À quelqu'un qui s'appelle Diderot, il faut que je vous trouve la citation. La dernière citation. Oui. Ça c'est fini, j'arrête là-dessus, qui sera très très belle. Il faut que je vous la trouve dans mes pauvres notes. C'est Diderot, dans Les bijoux indiscrets, il dit qu'il faut tourner l'anneau pour savoir ce que les femmes pensent et que c'est par leur sexe qu'elles parlent. Donc ce que fait Michel Foucault, c'est qu'il universalise, c'est-à-dire neutralise la question du sexe, quand chez Diderot, c'était mis au féminin. Dès le début, des bijoux indiscrets. C'est dommage. Ah ben voilà. C'est la partie la plus franche qui soit en elle, comme il dit, dans les bijoux indiscrets. Donc l'opération philosophique, qui consiste à dire que le sexe qui parle, ça serait la possibilité de comprendre l'histoire de la sexualité commençante, chez Michel Foucault, est en fait un transfert, comme on en voit souvent, dans l'histoire de la philosophie, où tout d'un coup, on neutralise quelque chose qui en fait était sexué. Pour quelle opération et jusqu'où ça va? Donc on peut remercier les artistes, et notamment Déborah Robertis ici présente, que ça soit ce sexe qui parle, c'est ce retour du fait que ce n'était pas un sexe neutre, mais bien quelque chose qui avait à voir avec... Je laisse la suite de l'histoire. Merci. Merci Geneviève. Merci Geneviève. Je suis désolée pour les Non, mais je suis désolée pour les mais il parlait français. Alors, maintenant, merci vraiment, merci. Et sur cette histoire de neutralisation, là, je pense que c'est une autre manière de parler de la récupération, mais qui est peut-être plus philosophique. Oui. Voilà, neutraliser, c'est encore plus pervers que récupérer, peut-être. Alors voilà, maintenant nous allons entendre, voir, célébrer notre ami Noël Godin, donc alias Georges Le Goupier, alias l'Entarteur, donc un homme, un poète, un acteur, un critique d'art, un cinéaste, enfin voilà, quelqu'un qui a plusieurs activités.
entremêlé, et qui est belge. Ça, c'est sa grande... Très important. Bernard, avant Oui. qu'on continue avec moi, je voudrais juste dire une chose qui concerne ce que vient de dire Geneviève, que je me rallie à deux de ces éloges, à l'éloge des gestes de destruction de résistance, d'une part, d'autre part, je me rallie aux sorties de cadre impudiques qui nous regardent de Déborah et de sa façon de se réapproprier l'histoire de l'art. Déborah, réapproprie-toi mieux que jamais de l'histoire de l'art. On va essayer. Donc, enfin, bon. Non, mais tu as raison, parce qu'on va pas faire ton éloge en permanence. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif de la manœuvre, évidemment. Mais quand même, bon, c'est quelqu'un qui est célèbre pour ses entartages ou entartements. Alors, ça va être dur à traduire en portugais, parce que... et donc, voilà. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est une part de ses activités. Noël Gaudin est un fou de cinéma, donc il est bien sûr membre et fondateur, cofondateur de l'Internationale pâtissière. Vous entendez dans l'Internationale pâtissière évidemment un renvoi à l'international situationnisme, mais sur le mode burlesque. Or la dimension burlesque, évidemment, et on voit les pieds nickelés qui sont quand même avec les Marx Brothers et puis des centaines de personnes, vraiment des individus, parce qu'il faut bien parler d'individus, des individus, même s'ils sont fictifs, qui sont très très importants. Donc voilà, donc Noël Gaudin, voilà, il aime le cinéma, il est fou de cinéma, et le cinéma dans tous ses états. Et là, il a envie de... Donc il a beaucoup écrit de livres, et particulièrement, je vous recommande cette anthologie de la subversion carabinée. Je ne sais pas s'il y a une traduction portugaise, mais espagnole, je crois. Dans aucune langue, le livre n'a jamais été traduit, même pas en justice. Ah, voilà. Donc, il a écrit énormément de livres, et donc vous regardez sur le net, tout le monde regarde sur le net, vous allez voir, c'est à la fois ses entartages ou ses entartements, et le nombre est assez extraordinaire, et aussi le nombre de livres et toute la richesse poétique et subversive, mais subversive version carabinée. Et ça, c'est une variante. Et je te laisse la parole. Oui. Alors, je pense qu'il y a un petit film d'abord, c'est ça? Comment veux-tu procéder? Oui. Peut-être qu'on peut terminer par le petit film. Abigail doit m'aider. Je sais pas, donc. Excuse-moi, hein, merci beaucoup. Ah, voilà la délicieuse Abigail. Oui. Subversion. Bon. Nous avons évidemment chacun notre conception du film subversif. Alors, je tiens à préciser que pour moi, le cinéma subversif, ce n'est pas une analyse critique mordante de ce que Picabia appelle notre monde. Je vois que le film est lancé. Non. Je l'entendais. Ce n'est pas une analyse critique mordante de notre monde imbécile, comme disait Picabia. Ce n'est pas une allégorie ironique ou tragique. Pour moi, le cinéma subversif, ce n'est pas non plus du cinéma militant, volontiers dogmatique ou réformiste, et ce n'est pas non plus une mise en crise des dispositifs esthétiques dominants, à savoir le cinéma expérimental. Pour moi, le cinéma subversif, c'est un cinéma d'appel à la riposte, à l'alternative, à la contre-attaque. Alors, dans les films vraiment subversifs, nous avons ceux qui sont axés sur la révolution personnelle de certains protagonistes, le fameux « Changeons la vie » de Rimbaud, ceux qui proposent une autre société où on s'est débarrassé de toutes les contraintes, des lois, des flics, du fric, du travail. Il y en a peu, mais il y a quelques films qui vont dans ce sens-là. Et alors, les films qui appellent à la guérilla pratique contre
toutes les saloperies dominantes. Voilà pour moi ce qu'est le film subversif en soi. Il y a aussi le film qui capte des actes de résistance démesurés. Par exemple, pour continuer avec ce que disait Geneviève, la censure. Un petit exemple, nous avons en Belgique le pavillon des passions humaines, c'est un que Bernard connaît peut-être. Dans ce pavillon, il y avait une fresque extraordinaire de Jeff Lambeau appelant à l'éclatement des passions, à la bacchanale, tout bonnement. C'est interdit par le pouvoir, et début 1900, et le pavillon en question est mis sous clé à double tour des lourdes chaînes. Il y a quelques années, suite à un de nos appels, nous avons libéré le pavillon des passions humaines à coups de tronçonneuse. Contre-attaquons contre la censure par des actes, et à nous de jouer, et filmons-les. Alors, le petit film qui va suivre à l'instant n'est pas génial. Il est tout bonhomme, il est tout mignon. Il s'agit simplement de quelques pétroleuses belges, des ex-Femen. Elles étaient dans les Femen, avec qui elles ont rompu gentiment, parce qu'ils les trouvaient trop autoritaires et trop peu dépourvus du sens de l'humour. Alors elles n'arrêtent pas de se livrer à des actions rebelles cocasses, pleines d'imagination et de spontanéité poétique. Leur plus grande qualité, c'est qu'elles n'arrêtent pas. Voici un petit montage avec leur dernier forfait. Nous ne crions pas au génie, mais c'est pour moi et quelques bien-aimés, c'est un bon petit exemple d'une façon de contre-attaquer tout de suite sur certains terrains en jouissant foutrement. Voilà, ça dure 8 minutes, puis je reviens à vous. Est-ce qu'on peut mettre plus fort? Plus fort le son. Jérôme, ce matin sur cet étrange incident qui a eu lieu hier dans la crèche de Noël de la Grand Place de Bruxelles. Oui, parfaitement, Benjamin. Hier, des activistes féminines vêtues d'un uniforme de la police et appartenant à un groupe anarcho-poétique sont entrées dans la crèche de Noël de la Grand Place pour en expulser symboliquement les occupants.
Donc c'est une phrase que je n'aurais jamais pu inventer moi-même, vous voyez, même sous l'influence de substances illicites, enfin bientôt licites. Merci Maggie. Pour évoquer ce fait divers peu banal, nous accueillons ce matin Monseigneur Léonard. Alors, ravi évidemment... Sachez que je ne vous salue pas, malfaisant héritier. Je suis ici pour montrer du comportement iconoclaste de ces succubes sataniques qui ont aussi porté la main sur les fondements même de l'Église. Voilà, je vais traduire un peu, parce que c'est un peu compliqué. Donc des pseudo-femelles ont foutu le bordel dans la crèche et ont délogé les occupants. Et cette pancarte outrageuse, nique les pauvres. Ah oui, ça c'est obscène. C'est obscène, devant le bœuf et l'âne. Leur dernier mauvais coup arrive, ça s'est passé il y a 6 semaines au Palais Royal de Bruxelles. Share with you my story. Would you share your dollar with me? Bad times are coming and I'm
La banderole en question invite les sans-abri à occuper le Palais Royal et à s'y installer. Pour faire passer cette banderole, alors que les dispositifs de sécurité étaient très fournis, une des fauteuses de troupe s'est fait passer pour une femme enceinte, avec sur le ventre la banderole. Voilà, des petites actions de rien du tout qu'on peut faire à tout moment et partout, et qui font du bien, car ça se fait dans un esprit de fantaisie, de garnementerie totalement emportant. Et vivent donc les pétroleuses bruxelloises, les Lilith et les diablesses du collectif anonyme. Yes. Merci vraiment Noël, parce que voilà, en plus, voilà, la tendance belge existe vraiment en matière de subversion carabinée. Et donc elles ont une marque de fabrique comme ça, hein, on retrouve ça dans tous les secteurs du jeu, hein, que ce soit en art, que ce soit dans les actions, enfin bon, il y a quand même parfum, il y a un parfum. Je signale que il y a environ 1 an et demi, les jeunesses catholiques de Bruxelles avaient organisé dans une grande salle un meeting chrétien intégriste présidé par le primat de l'église belge, Monseigneur Léonard, avec comme invité vedette Christine Boutin. Eh bien, pendant que nous entartions le Monseigneur Léonard, les friponnes sautaient sur scène, dépoitraillées, plongé sur Christine Boutin, et il a lutiné des pieds à la tête. Là. Il était couverte voluptueusement des plus belles caresses. Elle ne semble pas en être encore remise. Merci. Merci de cette information, qui n'a pas été relayée par la presse. Non, il y a une censure des médias, mais on peut trouver les images, évidemment, sur Internet. Donc on continue un petit peu avec la Belgique, parce que Déborah de Robertis, pardon pour la... Déborah de Robertis, c'est quand même a quelque chose à voir avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec la France. Voilà, c'est un peu sa trinité à elle. Et donc c'est une artiste visuelle, une vidéaste, une performeuse, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, parce qu'elle a affaire avec la justice, puisque c'est une activiste, une artiste activiste, je ne sais pas comment dire, enfin elle va nous en parler beaucoup mieux, et au travers d'un certain nombre d'actions dont nous allons montrer des extraits. Déborah de Robert. Je pense que c'est bien de commencer par la vidéo. Oui. Si c'est trop long, je peux couper un moment. Ça va ? C'est pour mettre la vidéo Origine du monde, ça. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Si on peut monter un peu le son. Oui. Donc là, je vais vous montrer ma première performance réalisée en 2014. Geneviève Fraisse en a déjà parlé. Donc il y a eu une photo qui a été faite avant, c'est la photo qu'elle a montrée, une semaine avant la performance, parce que je travaille sur une série de photos depuis longtemps qui s'appelle Mémoire de l'origine, déjà en référence à l'origine du monde. Et donc j'ai réalisé cette photo une semaine avant la performance, où là, donc je suis partie très vite, il n'y a pas eu de suite, mais une semaine après, donc j'ai décidé de faire cette performance, de tenir ma position jusqu'à l'arrivée de la police, et là, donc ça a été... la première fois que mon geste a été rendu public, on va dire. Donc voilà, je vais commencer par ça. L'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes.
pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine, je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vu. Bon, le son est pas très bon, alors je vais répéter ce que je dis parce que je sais pas si on l'entend. Je dis je suis l'origine, je suis toutes les femmes, je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Il ne faut pas trop chercher ce que ça veut dire, c'est quelque chose que je répète en boucle et qui est inspiré d'un poète qui s'appelle Adonis. C'était une phrase que j'ai reprise et que j'ai réutilisée pour cette performance. Donc en fait, voilà, donc, quand je fais cette performance, à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Elle en a déjà parlé, Geneviève Fraisse, je dis, donc ce n'est plus vous, le public, qui regardez ce sexe, c'est ce sexe qui s'incarne et qui vous regarde. Donc, et aussi, on voit bien que je change quelque chose par rapport au tableau. Je montre ce qu'on ne voit pas dans le tableau. Donc le regard du modèle, l'intérieur du sexe que je tiens de mes deux mains et que j'ouvre, c'est en fait ce sexe que j'ouvre, c'est un cri que je pousse et je le pousse avec mon sexe. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Donc effectivement, alors on a beaucoup parlé du regard, ce face-à-face avec le public que je laisse à la fois rentrer dans mon sexe, j'invite le public à regarder mon sexe, mais en même temps je l'en empêche parce que je le regarde. Et justement cette tension entre le sexe et le regard est quelque chose qui traverse toute ma pratique et depuis toujours, même avant cette performance. Et donc, pour parler du regard et peut-être de la subversion,
Ce qui, pour moi, serait peut-être subversif, en tout cas, c'est pas le sexe, c'est pas l'ouverture du sexe, c'est justement ce regard, cette vidéo, qui sera donc, bien sûr, sur Internet après, parce que je suis une artiste, et donc quand le musée d'Orsay va porter plainte, quand il porte plainte, à mon avis, il porte plainte parce que justement, le musée d'Orsay sait qu'il a affaire à une artiste, et que donc ces vidéos seront sur Internet et peuvent porter atteinte à l'institution. Et à mon avis, cette plainte pour exhibition sexuelle est une façon camouflée de censurer ce regard porté par le sexe que j'expose ce jour-là. Alors, on peut peut-être... Voilà, donc c'est la photo qu'on a déjà vue. Je vais peut-être dire 2 mots sur comment j'en suis arrivée là, très rapidement. On peut avancer dans les photos. Donc avant de poser ce geste au musée d'Orsay sous Origine du Monde, je faisais déjà un travail, comme j'ai expliqué, qui s'intitule Mémoire de l'origine. Et donc ça, c'était avant cette performance. En fait, je posais dans des expositions, je me réappropriais les expositions de certains d'artistes en posant sexe ouvert devant, des fois c'était devant des galeries, dans des lieux politiques ou devant des expositions dans des institutions. Et pour moi, ça signifie que je me réapproprie en tant que femme avec ce sexe qui pour moi est une puissance, ce sexe féminin. Je me réapproprie, j'en fais mon territoire. Et c'est arrivé parce qu'après mes études, donc j'ai rencontré un petit peu le milieu de l'art et je me suis très vite rendu compte qu'on s'intéressait un peu plus à mon sexe de femme qu'à mon regard d'artiste. Et donc ça m'a inspirée. Et je me suis dit, je n'attendrai rien des galeristes. Très vite, je me suis dit, je les utiliserai, j'utiliserai les galeries. J'attendrai pas qu'on expose mon travail. J'utiliserai les galeries en posant devant les galeries, dans les institutions, avec mon sexe, et j'en ferai mes expositions. En inversant donc ce rapport entre le modèle et l'artiste, c'est-à-dire qu'ici, c'est le modèle qui utilise l'artiste et non l'inverse. Si le modèle est donc femme. Alors on voit ici, voilà, je me réapproprie le travail de Fontana en faisant ma propre affiche et ma propre photo. Et bien sûr, c'est toujours une référence à l'origine du monde, puisqu'on voit que c'est l'origine du monde qui sort du cadre, non pas seulement devant un tableau de Courbet, mais aussi qui sort du cadre pour se réapproprier les expositions et les institutions, voilà, avec son sexe. Voilà, je pense qu'on peut montrer quelques images et peut-être après passer. Voilà, ok, on va juste montrer quelques images plus rapidement peut-être. Voilà ici, donc là aussi c'est une photo où effectivement, voilà, je me réapproprie encore une fois les galeries, peut-être pas avec mon sexe, mais en faisant une allusion à la fellation. On peut encore avancer. Donc maintenant, on va montrer Olympia. Donc voilà, une performance de quelques minutes. Je ne sais pas si elle en montre en entier ou pas, on verra. D'accord, directeur arrive. Faut aller sur la J'espère qu'on entendra bien, parce que tout à l'heure, le son n'était pas très audible. Là, il y a un problème de... Non, on ne voit pas toute l'image. Yes, sir. Sorry. This is the right of reply. Excuse me. Better to stop it and to start again. To the director of the Musée d'Orsay. Miguel, can you help? Ah, voilà, it's okay, it's okay. Thank you. Pussy. Work this pussy. Work this pussy, girl. Work this pussy. Parce que j'attends le directeur. Work this pussy, girl. Work this pussy. Work this pussy, girl. Work this pussy. Work this pussy, girl. Work. Coupez vos caméras. Work this pussy, girl. Work this pussy. Work this pussy, girl. Vous privez pas les gens de les comprendre. Est-ce que le directeur va arriver ou quelqu'un de son équipe? Moi j'attends, maintenant.
C'est pas ça. Non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Ah, c'est pas vous qui décidez ici, que je sache. C'est pas vous qui décidez. Alors on attend? Non, c'est pas vous. Eh ben on attend alors. Eh ben on attend. Ben on attend. On attend. C'est pas à vous de décider, c'est à lui. Donc attends. Mais moi j'ai pas décidé, je fais là, ça n'a rien à voir. Allez, si vous avez là, mais pas en avoir, s'appuyer. Comment songer vous demander une autorisation, sachant que vous aviez nié ouvertement tout geste politique dans la performance de l'origine du monde de Courbet. En déposant plainte pour exhibition sexuelle, vous avez envoyé un message de grande violence aux artistes et aux militants qui, comme moi, utilisent leur corps comme outil de réflexion pour faire bouger les modèles. Cette exposition ne saurait être clôturée sans que la parole ne soit donnée à son modèle. Je ne peux pas vous laisser déplacer le tableau sans déplacer les modèles. Mon geste ne consiste pas à monophonie, mais à renverser le point de vue du modèle nu. Ceci est une nuance fondamentale que je vous demande de reconnaître. Nous sommes en 2016 et l'Olympia n'est plus qu'un modèle nu qui regarde en face le spectateur. Son regard est métallique, son regard est contemporain. C'est un œil objectif qui enregistre le regard du spectateur, du garde, du directeur d'institution. Je suis pas nulle, là, vous pouvez arrêter, hein. Vous cachez quoi? Il nous a fallu attendre 2015 pour poser la question. Qui a peur des femmes photographes? Et déjà, le modèle s'empare de l'objectif. Qui a peur de l'objectif de l'Olympia? Olympia, ce sont toutes les putains accrochées au sommet de cette exposition. Je suis Olympia. J'ai dit le directeur est au courant, d'accord? Donc l'autorisation, il va la donner ou il va pas la donner, mais ça c'est pas de votre ressort. Hein. Et vous le poussez, s'il vous plaît. Messieurs, dames, ne pas partir jusqu'à qu'une décision officielle soit prise. En portant plainte pour exhibition sexuelle, vous avez nié publiquement le point de vue des modèles nus que vous exposez aujourd'hui en objet. En interdisant de filmer, vous empêchez ce point de vue d'exister. C'est me fermer la bouche, me censurer, me considérer en objet. J'expose la position d'un modèle nu qui s'est mis en mouvement. Pardon. Vous reflétez ce qui aujourd'hui a bougé dans le monde et doit bouger dans le regard. Votre regard. Non, mais si vous me cachez, je me mets nu, hein. Faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Non, mais si vous me cachez, je me mets nu. Non, mais puisqu'il me cache, alors je vais me mettre nu. Mais pourquoi tu me caches? Oui, tu m'as mis nu, je Vous arrêtez de me tourner autour, s'il vous plaît, et vous le poussez, s'il vous plaît. C'est gentil de rester, j'attends qu'une décision officielle soit prise. Je pense qu'on peut couper là. Écoutez, c'est aujourd'hui, donc moi j'attends ici. Je sais pas, mais moi je pars pas quand le directeur... On peut couper, on peut. Alors, est-ce qu'il est arrivé, le directeur? Non, il n'est jamais arrivé. Donc, c'est dommage, le son est pas très bon. On n'entend pas très bien, mais peut-être vous avez pu lire les traductions. Donc, alors, c'était ma deuxième performance au musée d'Orsay qui s'appelle Olympia droit de réponse. Donc, c'était un droit de réponse à la première performance et un droit de réponse aussi à cette plainte pour exhibition sexuelle du musée d'Orsay. Et donc, ce qui change par rapport à la première performance, déjà, c'est que je prends la parole en incarnant Olympia et aussi je porte donc cette GoPro sur mon front pour signifier le regard d'Olympia, ce regard qui déjà avait fait scandale, ce regard, Olympia regarde le spectateur en face et ici, donc je lui rajoute un élément, un regard objectif, un regard d'auteur qui filme donc et qui capture
voilà la position, on va dire, de l'institution qui est visible à travers la réaction des gardes, parce que bien sûr les gardes ne font pas absolument ce qu'ils veulent. Ça a duré presque 2 heures, où j'ai presque pris en otage les gens qui étaient là, parce que les gens ne partaient pas, déjà ils voulaient voir, et je les invitais à rester, et surtout les gardes essayaient d'arrêter cette performance, et ça évidemment ça vient de la direction. Donc c'est la position de l'institution qui est révélée indirectement à travers ce regard tourné vers l'exposition et non pas vers la nudité, vers le public, qu'on peut percevoir. Et donc, alors ce qui est, voilà, cette performance-là, il y a eu donc encore une fois une plainte du musée d'Orsay qui se piège à chaque fois. Et évidemment, alors après cette performance, voilà, c'était la première fois où j'ai eu 48 heures de garde à vue, dont un internement en psychiatrie. C'était la seule fois. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'était assez voilà, violent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette performance? En garde à vue d'abord, et ensuite, de la garde à vue, on m'a envoyé chez des psychiatres, et j'ai passé une nuit dans un service psychiatrique qui précède l'internement, vraiment complet. Comment? Oui, il y a eu une évaluation, 2 évaluations, 3 évaluations, plusieurs évaluations. À la fin, je suis retournée en garde à vue, en fait, puisqu'ils ont constaté, après une nuit en psychiatrie et plusieurs évaluations, ils ont constaté que j'étais pas folle. Oui, une nuit, mais c'était déjà pas mal. Et donc qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette performance? Ah oui, alors ce qui est important pour moi par rapport à cette deuxième performance, que je considère et que je considérais déjà comme un droit de réponse à la première, c'était que j'avais réussi pour moi à leur rendre le coup qu'ils m'avaient donné en portant plainte pour exhibition sexuelle la première fois. C'est-à-dire que et ça s'est vu dans les titres des journaux. Comme mon travail circule sur Internet aussi, je le mets sur Internet volontairement. Et donc les titres avaient changé. On ne disait plus à la première performance l'origine du monde. Les titres disaient il y a une femme, on ne savait pas qui c'était, donc le modèle toujours inconnu. Il y a une femme qui montre son sexe, qui montre sa chatte, l'origine du monde. Excusez-nous, ça s'est enclenché. En fait, l'ordinateur. J'ai attendu que ça se passe. Ah, du coup, vous voyez déjà la prochaine. Miguel Boedo. Stop the vidéo. Voilà. Donc je disais que par rapport entre la première performance en 2014, l'origine du monde, et la deuxième performance Olympia, il y a eu une évolution dans la perception, et aussi, surtout, il y a eu quelque chose que j'ai eu l'impression de gagner, c'est-à-dire que les titres dans les médias, ce que les médias pointaient, ce n'était plus le corps, mon sexe, le corps de cette femme qui s'expose, moi, c'était l'institution. Et les titres disaient, et faisaient référence à l'hypocrisie du musée d'Orsay, et étaient très critiques, et ont été très critiques par rapport à leur réaction. Et ça, pour moi, donc, c'était... je considérais ça comme une... voilà, enfin, c'était le but de cette performance. De toute façon, c'était de prendre la parole et de leur rendre enfin, voilà, ils ont porté atteinte à mon travail et de leur porter atteinte pour faire justice à mon travail. Et donc, je pense que... Est-ce que j'ai dit assez de choses? Donc, on en revient toujours à ce regard, évidemment... GoPro, mais ce regard aussi d'auteur, car je fais des montages, des vidéos que je montre, et effectivement c'est peut-être dérangeant pour les institutions que je capture des images dans leurs expositions sur lesquelles ils n'auront pas de contrôle, c'est-à-dire ils n'auront pas de contrôle sur le montage qui sera à l'issue et le discours qui sera à l'issue des performances que j'aurai filmées en utilisant leurs murs, leurs gardes, leurs œuvres d'art, leurs expositions. Je pense que je peux peut-être... Si quelqu'un a une question, sinon je vais peut-être passer à la prochaine. Oui. Ok. Alors. Donc très rapidement. My ketchup. I want you to lick my ketchup. Oh, I want you to lick my ketchup. I want you to lick my ketchup. Oh, I want you to lick my ketchup. I want you to lick my ketchup.
on peut allumer. Donc je vais parler très rapidement de cette performance. Donc ça, c'est simplement un extrait, mais il y a une œuvre plus longue qui n'est pas sur Internet pour le moment, où je réincarne donc cette fois le modèle de Monica Bellucci. Et donc j'interviens dans l'exposition de Bettina Reims. Alors très rapidement, ce que je peux dire, c'est que quand je m'intéresse bien sûr aux expositions qui traitent des femmes et du nu féminin, que les artistes soient hommes ou femmes. Donc Bettina Reims, voilà, est rentrée dans mon centre d'intérêt. Et quand j'ai vu l'exposition, j'ai vu cette photo de Monica Bellucci qui me regardait et qui suggérait quelque chose. Et je trouvais que cette photo ressemblait plus à une pub sexiste pour vendre du ketchup qu'à une photo qui voudrait parler de l'émancipation des femmes. Et c'est vrai qu'aussi ce côté un peu lisse, très propre du travail, cet esthétisme pour moi, tuait quelque chose j'ai eu envie d'y apporter de la vie, et donc j'ai eu envie d'exploser cette bouteille de ketchup, et surtout, comme je le fais tout le temps, de montrer ce qu'on ne voit pas dans l'image, et ici, donc d'aller au bout du geste déjà suggéré par la photographe et par Bettina Reims, mais aussi en parodiant, bien sûr, en exagérant ce ketchup sur mon corps, et aussi dire et affirmer que ce geste que je pose alors à ce moment-là, de faire sortir le modèle du cadre et de gémir, jouir, ce plaisir est aussi politique que montrer ses seins pour les femmes, à mon sens. Et donc voilà ce que j'ai voulu dire en 2 mots, et je peux passer à la prochaine. Putain, c'est quoi ce truc? Oui, on est très en retard. On est en retard, tout de suite. Okay. On arrive à la dernière. Et il reste juste une dernière. Parce que l'ordinateur est un peu lent. Attends, on va mettre la vidéo. Attends, c'est pas grave, on va mettre la vidéo. Ok, vidéo. Et là maintenant, c'est là. Là. Il faut qu'elle explique. Je ne suis pas un produit, je m'autoproduis. Pour les odeurs, les connes Say amen or a woman. Value delivered to the boys and girls. Ain't no hating, ain't no debating. Take this all around the world. It's the life, baby. What's the price, baby? You ain't gotta get nigga, get advice from me. So fly, baby. Get high with me. Come along, take a ride with me. Damn, damn. Let's take it to the top. We never coming down, coming down. Expressions from the heart, nerves never coming down. Mona Lisa, Deborah, Mona Lisa, Soja. Voilà, donc je vous ai montré 2 extraits de ma dernière performance au Louvre. J'ai performé 2 fois. Une première fois, donc j'ai réinterprété la Joconde. Donc on peut dire que j'ai donné un regard au modèle du tableau de Courbet et j'ai donné un sexe au regard de la Joconde. On peut résumer ça comme ça. Et donc, qu'est-ce que je peux dire ? Alors oui, suite à cette performance, il y a donc eu une plainte. La première performance, il n'y a pas eu de plainte de la part du Louvre. Donc j'y suis retournée une 2e fois. Je vais vous montrer les images après. Là, il y a eu une plainte.
Et effectivement, donc je portais une GoPro à cette performance, mais qui est tombée, donc je n'ai pas pu avoir ces images, ce point de vue dont je parle, mais on voit quand même ce corps qui s'impose, et on peut comprendre quelque chose, enfin voilà. Et la deuxième fois, donc, j'ai performé en réinterprétant une œuvre de Vali Export, qui est une performeuse des années 70 qui a montré son sexe, et donc je suis retournée au Louvre, et j'ai, avec une GoPro, en Vali Export, j'ai montré mon sexe, et j'ai lu un texte cette fois, donc j'ai pris la parole. Et suite à ça, il y a eu donc une plainte du Louvre et un procès. Et ce qui est intéressant à savoir par rapport à la question du regard, c'est que le Louvre, pendant le procès, a demandé explicitement que les vidéos soient interdites, retirées. Et j'ai même su récemment que le Louvre a porté plainte ou menacé de plainte une plateforme sur laquelle ma vidéo se situait pour qu'elle soit retirée. Et donc ils l'ont retirée avec tout le texte qui accompagnait cette performance. Donc pour moi, encore une fois, voilà, je pense effectivement que l'institution sait qu'il y a un regard qui porte plainte pour exhibition sexuelle parce que c'est une façon de mettre un voile et de porter atteinte évidemment à l'œuvre et de ramener ce corps de femme de nouveau à quelque chose de purement sexuel oui, voilà, de porter atteinte au message de l'œuvre et de me museler. Voilà ce que je pense. Voilà, okay. Merci beaucoup. Pas de problème. Oui, alors je vais reprendre ma parole ici, là. C'est très compliqué. Donc, alors, je ne sais pas. Maintenant, nous allons terminer. Donc, merci encore une fois, Déborah. Parce que là, on est un peu speed, bon. Mais bon. Adolfo Cannibalou, c'est comme ça qu'on t'appelle quand même, j'espère. Oui. Voilà. Oui. Donc tu es comme on dit d'ici, mais tu es aussi d'ailleurs, puisque tu as beaucoup voyagé, et tu as voyagé aussi dans les matières différentes. Bon, là, je crois que tu es chanteur. Là, tu es identifié comme chanteur ici. Comme musicien. Je crois que tu as plusieurs casquettes, comme on dit. Et voilà, tu es écrivain, tu es poète, tu es acteur. Mais c'est peut-être la musique, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, quel est c'est innombrable ce que tu as fait. Je ne peux pas le citer tellement c'est important, vraiment. Mais ça, sans doute, vous le connaissez, Adolfo Cannibal. En plus, là, Adolfo Cannibal. Évidemment, ça nous renvoie à une discussion qu'on a vue avec Noël et avec Paolo Branco, que je remercie quand même ici, parce que c'est grâce à lui qu'on fait tout ça, quoi, finalement. Les cannibales de Olivera sont pour Noël Godin un film majeur. Et est-ce que c'est pour ça, on pourrait commencer comme ça, est-ce que c'est pour ça que Cannibal est rentré dans ton nom? Non, c'est beaucoup plus ancien. Tu peux parler en português. Bom, não. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar português. Se precisarem de tradução, acho que tem auscultadores. A pergunta que nos trazia aqui hoje era: pode a arte ainda ser subversiva? E esta pergunta traz-nos imediatamente outra, que é: o que é subversão? Eu posso dizer, sendo de uma forma muito sucinta, olhando para a história da arte, que até a Revolução Industrial, até o século XIX, a arte sempre foi uma espécie de exaltação da sociedade e da sua ideologia, nomeadamente religiosa. E que a partir da Revolução Industrial, efetivamente, entra na arte, nas suas vanguardas, um projeto de subversão total. Ou seja, a arte deixou de garantir o mito para passar a ser uma explosão no próprio núcleo da constelação mítica. As vanguardas europeias, sobretudo no século XX, desenvolveram várias teses radicais, com especial ênfase nos dadaístas e nos surrealistas. Mas essas teses radicais, a saber, grosso modo, diziam que a arte tinha deixado de ser uma transformação especializada e imaginária do mundo
para passar a ser uma transformação real da própria experiência do vivido. Esta era a grande premissa das vanguardas subversivas do século XX. E esta premissa teve um fim constitucionalista. E com a célebre frase do Guy Debord, quando ele chega à conclusão que a única obra de arte possível é a revolução social. E a partir daí, a arte deixa de ter relevância. A maior parte da arte que se faz atualmente é, desculpem o termo, uma merda. A arte, quando deixa de responder a uma função social, passa a justificar-se apenas em termos estritamente estéticos. Ou seja, a arte passa a ser a perfeição da mercadoria. Passa a ser algo apenas para ver, para se observar. É a mercadoria por excelência, aquela que se pode contemplar. Estamos no reino da mercadoria, estamos no reino do espetáculo. E o espetáculo é uma espécie de droga. Temos que ir cada vez mais longe no seu consumo para ter os mesmos efeitos. E hoje, quando quase toda a gente morre de tédio, o espetáculo transformou-se essencialmente num espetáculo da revolta. E faz confundir este espetáculo da revolta com a subversão. A única revolta possível, a única revolta consequente, a única revolta que é a efetiva subversão, é a revolta contra o próprio espetáculo. Mas essa é muito rara ou não existe mesmo. Assim, no espetáculo da revolta, quanto mais extremista o escândalo, melhor. Há duas, para além da grande maioria da produção artística, que é de uma inanidade total, há duas correntes que de alguma forma tentam fazer esta subversão, esta revolta na arte. Podemos classificá-las como subversivas ou nihilistas. Como subversivas, não, como reformistas ou nihilistas. Reformistas tentam de alguma forma mexer a perspectiva sobre o universo da sociedade pós-industrial, da sua ideologia, fazendo entrar novas equações, nomeadamente a questão da mulher, mas sem verdadeiramente destruírem essas estruturas e esses alicerces da sociedade que nos dá a miséria cotidiana. A outra, a nihilista, faz o espetáculo da revolta. Esta corrente nihilista
podemos, de alguma forma, situar ou chamar-lhe como neo-dadaísta, e que o punk foi um episódio. Esta revolta é uma revolta de alguma forma passiva e meramente teatral e estética. Falta-lhe algo que os dadaístas nos anos 10 tinham: a fúria, o furor, o desespero. Porque se tivessem esta fúria, este furor e este desespero que tinham os dadaístas de Zurique, ou de Berlim, ou de Nova Iorque, a prática artística seria realmente destrutiva. Seria a revolução social. Esta prática neodadaísta, no fundo, acaba a dar um valor estético à ausência de vida, a dar um valor estético à incoerência esquizofrénica dos sucedâneos de vida que a sociedade nos apresenta. Convida-nos a contemplar o naufrágio, as ruínas e a confusão que nos rodeiam. É preciso ter consciência disto quando se fala em subversão na arte. Eu, no que faço, estou longe de imaginar que faço coisas subversivas. Sei perfeitamente os limites e o enquadramento daquilo que eu faço. E se porventura acontecem escândalos e acontecem demasiadas conversas nas redes sociais e nos jornais com acusações contraditórias, eu sei que isso não tem qualquer importância, que é a maneira dos mídia existirem e faz parte da espuma dos dias. Não faz qualquer subversão. E não alongo mais. Muito obrigado pela vossa atenção. Merci beaucoup. Avant de passer la parole peut-être à la salle qui a sans doute des questions, je voulais préciser qu'il n'y ait pas de confusion parce qu'on a mis sur mon étiquette que j'étais conservatrice au musée du Louvre. Donc je ne voudrais pas que vous croyiez que je faisais partie des conservateurs qui auraient vidé Déborah de la salle de la Joconde. Petite remarque au cas où certains se disent « Mais alors, que disent les institutions face à ce genre d'action à la fois artistique et militante dans les institutions ?» Peut-être on peut, en effet, on a eu plusieurs types d'interventions, hein, avec une introduction à la fois historique et montrant les paradoxes et les limites de l'art subversif. Donc, la dernière intervention d'un artiste qui lui-même ne revendique pas une forme de subversion et nous montre aussi les contradictions et les subtilités, peut peut-être ouvrir à des questions dans la salle.
peut-être le débrancher. Micro. Ah, peut-être on peut passer un micro comme ça. Ah, j'ai peur. Nous, on entend, mais je ne sais pas si la salle va entendre. Est-ce qu'on peut passer un micro? Voilà, merci, monsieur. Boa tarde. You're going to put me under pressure now, or can I just say something? Can you just relax? Wow, man. Yeah, it's a good thing I'm not a deficiente, isn't it? I get my lawyers onto you. Bon après-midi, boa tarde. Excusez-moi que j'étais un peu subversif quand j'ai quitté la salle maintenant, mais je brûlais, et je ne sais pas exactement pourquoi. À vous demander, Madame Deborah de Robotis, dans cet dernier spectacle avec Ketchup, qui pour moi c'était fantastique, quoique je ne peux pas analyser, expliquer tout de suite pourquoi. Moi je crois que là, un enfant de 5 ans, il y a une connexion, il y a une communication. Je n'ai pas besoin de savoir quelque chose. Ça m'a touché, mais je voudrais savoir, s'il vous plaît, si ça vous a fait vraiment du plaisir et ça c'est un but dans cette pièce pour vous, s'il vous plaît. Alors le plaisir, non, j'ai pas de plaisir, c'est un terme peut-être alors trop faible. J'ai pas de plaisir quand je performe, j'ai le trac comme un acteur qui doit monter sur scène, j'ai de l'adrénaline et j'ai une forme de, oui, j'ai une jouissance, par contre une jouissance de prendre une certaine liberté, mais j'ai pas de plaisir sexuel. D'autres questions? Moi j'ai peut-être une question aussi, je ne sais pas si je la pose à Déborah, à Bernard Marcadet, puisqu'on a beaucoup parlé donc des limites et du paradoxe de la subversion. On a parlé beaucoup que la femme sortait du cadre et j'étais surprise que finalement tes photos étaient de nouveau dans un cadre, que ce à quoi tu voulais échapper se retrouvait enfermé dans un cadre. C'est un des premiers points. Deuxième point, c'est le rapport à l'institution. On a vu des actions des collectives ou des fémènes qui ont dans l'immédiateté, avec aussi une violence policière, mais avec un but toujours très, très précis, très politique, qui sont dans différents lieux, pas uniquement les musées, elles sont hors musée, hors cadre. Bien, toi, ta question concerne l'histoire de l'art. Mais cette question du lieu, de la visibilité, évidemment, pose problème. Donc, est-ce que Bernard a quelque chose à ajouter, ou toi, Déborah, sur l'histoire du cadre, alors, l'histoire du cadre, de oui, la nécessité d'être dans l'institution pour être transgressif? Alors, premièrement, alors pour le cadre. Donc la différence, c'est que là, c'est mon cadre. Donc c'est moi qui décide du cadre que je porte et surtout je décide du contenu de l'œuvre. C'est pas un cadre, je suis pas un modèle peint par un homme, photographié par qui que ce soit. C'est mes photographes, donc c'est inversé. C'est moi qui amène mes photographes, qui leur dit comment ils doivent procéder. Je dirige en fait. Donc se mettre dans un cadre, dans le cadre qu'on a décidé de soi-même en tant que femme de se mettre, bah, ça reste un geste d'émancipation et surtout le cadre vient aussi pour éviter le malentendu avec toute forme d'exhibition sexuelle, justement. Le cadre est une façon de forcer le lien, comme je l'ai fait avec Valley Export aussi, quand je prends et je réincarne des références. Le cadre est une référence à l'origine du monde et c'est une lunette en fait. Je force les gens à regarder mon sexe à travers l'histoire et donc à travers l'origine du monde. Et pour les institutions, donc en fait, l'institution ou le musée, c'est pas simplement l'institution, c'est surtout le fait de... et ça, je tiens à ça aussi de Geneviève, c'est de faire irruption, de tenter une irruption dans l'histoire, c'est symbolique, mais c'est aussi réel, c'est pas parce que je vais dans une institution que je serai dans l'histoire. Mais ça me paraît être le moyen le plus frontal, et je cherche cette frontalité. Ouais. Merci. Je pense qu'en fait, irruption, c'est-à-dire... et quand tu le rapproches de la question des fémènes, c'est juste qu'il y a... On interrompt ce que j'appelle le bavardage.
que ce soit le bavardage télévisuel. Au début, les Femen, c'est ça que ça représentait, c'est-à-dire comment, par non seulement la nudité, mais aussi par l'inscription sur le corps, c'est-à-dire que c'était pour moi une interruption. Si on voyait ça passer sur une chaîne d'information continue, ça interrompait quelque chose. Et de ce point de vue-là, c'est aussi ça que tu veux dire, je pense, quand tu parles d'irruption, c'est-à-dire tu interromps cette visite continue, par exemple, dans l'exposition sur la prostitution, avec l'Olympia de Manet, etc. Tu fais interruption. Aussi, oui. Irruption aussi. Oui, non, mais je comprends irruption, mais quand on le rapproche de la question des Femen, c'est interruption. Oui, bien sûr. Ce que j'appelle, par exemple, pour les Femen, le bavardage audiovisuel, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est très puissant. C'est-à-dire que le corps, plus l'écriture sur le corps, alors toi, c'est pas l'écriture sur le corps, mais en même temps, tu as toujours un texte. Ce que vous avez peut-être pas entendu, c'est que Déborah, elle a des textes aussi extrêmement importants, et extrêmement écrits, comme de l'écriture. Et donc, c'est le rapport entre le corps et le texte que je trouve aussi... c'est-à-dire cette interruption n'est pas seulement « hop, je vous balance une image qui coupe », c'est « je vous balance une image avec laquelle il y a du texte ». Oui, le aussi, texte, c'est ça c'est qui le regard. rapproche aussi analogiquement des Femen. Enfin, à mon sens. Question là-bas. Boa tarde. Isto é uma pergunta para o Adolfo. Quando disseste que toda a arte é uma merda, de certa forma eu estou de acordo contigo, mas se calhar referias-te à arte das galerias, porque temos toda uma arte que eu pessoalmente acho fantástica, que é a arte dos grafites, que estão cada vez melhor e nem sempre é uma forma de arte subversiva, mas é uma arte que está fora das galerias. Gostava só de ouvir a ti ou a alguns dos outros a opinião sobre esse tipo de arte que fala cada vez mais alto e que é uma arte, não sendo sempre subversiva, é uma arte política e social que grita muito alto nos dias que correm. Je ne sais pas, vous avez la traduction, ok. Uma pequena correção, eu não disse que toda a arte é uma merda, eu disse que a arte corrente, toda a arte corrente é uma merda, que é de uma coisa ligeiramente diferente. Depois há as exceções, não é? E o grafite não foge à análise geral. Muito dele também é uma merda e depois há as exceções. Oui. Ah ben tu n'as pas entendu. Oui, surtout le graffiti est vraiment un produit culturel aujourd'hui. C'est devenu un produit culturel. Les marchands. Les marchands, oui. Les marchands, et donc avec une valeur, justement une valeur subversive ajoutée. Et là, quand même, il y a un gros problème. J'ai une question par rapport justement à la marchandisation de l'art. En fait, dès qu'on intervient dans une arène artistique définie, que ce soit un musée, une institution, enfin ce qu'on veut, à ce moment-là, on s'inscrit, je veux dire, déjà dans le monde de l'art. Même si on conteste, on s'inscrit dedans. Et la question que je me pose en termes de subversion, j'ai bien entendu que vous ne vous en réclamiez pas, ou que j'ai pas compris, parce que c'est un peu ambigu. Mais je me pose la question des marchés, moi. Je sais parfaitement qu'aujourd'hui, si on parle d'art mort, de la mort de l'art, etc., c'est à cause notamment de l'argent, du rôle de l'argent, de vouloir créer des œuvres pour faire de l'argent, de contester pour de l'argent. Voilà. Est-ce que ça, c'est subversif? C'est aussi une question que moi, je voudrais poser ici. Bien sûr. La question de la subversion, c'est une subversion par rapport à quelque chose. C'est une subversion par rapport au monde, pas par rapport à l'art elle-même. Ça, c'est une question seulement formelle.
la vraie subversion, la subversion réelle, c'est une subversion par rapport au monde et au monde dans lequel on vit. C'est pour ça que j'ai dit que la subversion était une question qui a surgi dans l'art à partir de la révolution industrielle, qui s'est agudisée dans la conscience des artistes, de l'avant-garde, pendant le XXe siècle, pendant la première moitié du XXe siècle, surtout par les surréalistes et avant eux les dadaïstes, et que finalement c'est répandu par les situationnistes, notamment par Debord, avec sa grande conclusion que la seule œuvre d'art possible, subversive, possible dans le sens subversif, l'œuvre d'art définitive, qui pouvait donner ou permettre la production artistique démocratique, partagée par tout le monde, dans le sens qui parlait Lautréamont, et la révolution sociale. C'est dans ce sens que j'ai parlé. La question de l'argent, c'est une question qui a à voir avec la marchandise. Attention, le camarade Cannibal explique très bien que le spectacle de la révolte n'est pas révolutionnaire en soi, que seul est révolutionnaire la révolution. Je ne suis pas d'accord, parce que pour moi est révolutionnaire aussi l'esprit de révolte quand il est fouetté à travers les Femen, à travers les attentats pâtissiers, à travers les happenings de Déborah et de plein d'autres petits actes de révolte qui ne sont pas qui ne font pas extraordinairement avancer les choses, mais qui nous maintiennent en éveil, et que c'est très 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 important qu'on ne soit pas là sur le zinc d'un bistrot en train de se dire ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit parce que de toute façon c'est foutu, c'est récupéré par le spectacle. Non, agissons, ripostons, guerroyons de plus en plus jouissivement contre ce que Picabia appelle, cette fois je m'en souviens, notre monde criminel de bêtises. À nous de jouer. Non, une petite correction, je ne dis pas ça. Je fais de l'art. Pour moi, faire de l'art, c'est une tentative de comprendre le monde, de penser le monde, et c'est ça que je peux partager avec l'art que je fais. J'appelle pas subversive, même si la pensée c'est subversive. La pensée dans un monde qui pense plus, c'est un acte en soi subversif. Mais ça c'est pas vraiment subversif parce que en soi la pensée ça change rien. Ça se discute. Oui, ça se discute, mais oui, la pensée, c'est pas la praxis. Hein, ça peut aider, et ça aide, effectivement, mais c'est pas la praxis. Mais faisant l'art, pour jouissance, pour n'importe quoi, mais faisant l'art, même si on a des jouissances à empâter le bourgeois, par exemple, je trouve ça très bien. Même si on fait l'art comme moi, juste pour tenter de comprendre le monde, pour moi c'est essentiel. Si je ne fais pas l'art, je ne comprends rien. Mais ça, c'est pas subversif en soi. Bon, je crois que c'est bon. Merci à vous, merci à tous, merci à tous les intervenants. Geneviève, Noël, Déborah et Adolfo, merci à vous d'être venus. Donc demain matin, nous avons une deuxième table ronde à 11h. Je précise que Betty Gordon, la cinéaste américaine qui était annoncée aujourd'hui, sera là demain. Elle présente aujourd'hui à 6h30 son film Variety.
Et Antoine d'Agata, qui sera aussi présent demain, présente également un film ce soir, Atlas, à Lisbonne. Donc merci à vous et sans doute à demain. Et Marie-Laure, et passons tous à la contre-attaque joyeuse. À nous de jouer, à l'attaque, à l'attaque.